Les Anglais, l'ennemi historique de la France. Et inversement, ça marche aussi des deux côtés. De la bataille d'Azincourt, Crécy ou Poitiers, en passant par ce duel épique de chevaliers Prince Noir contre Du Guesclin ou Jeanne d'Arc qui symbolise peut-être le mieux ce conflit. Je parle bien sûr de la guerre de 100 ans, qui a duré... 100 ans? Ah non, c'est une mauvaise réponse. Ah non, elle a duré 116 ans. Et on embrasse aussi Jeanne d'Arc. Ah oui. Mes chers copains des foins, HDP sur la guerre de 100 ans, ça commence maintenant. Si on regarde l'histoire récente, les Anglais sont de bons amis pour la France. Ils étaient notamment nos alliés en 14-18 et en 39-45, et depuis, on peut dire que c'est nos potes. Sauf qu'avant tout ça, c'était clairement nos ennemis. Remontons aux origines du conflit qui a conduit les deux pays à une guerre de plus de 100 ans. Petit retour en arrière, notamment en 1066. Guillaume le Conquérant, alors duc de Normandie, devient roi d'Angleterre. Problème pour les Capétiens qui règnent sur le trône de France. En tant que duc de Normandie, il doit allégeance, le petit Guillaume, c'est-à-dire qu'il doit s'incliner devant l'autorité du roi de France capétien Philippe Ier. Mais en tant que roi d'Angleterre, il se trouve en confrontation directe avec le roi de France, à égalité de pouvoir. Et là, ça crée du désordre et du bordel. Oh là là. C'est qui le patron? C'est moi le patron! C'est moi le patron! Louez votre... Et une rivalité est en train de naître. Et cette rivalité, au cours du XIe et XIIe siècle, elle va opposer deux familles, les Plantagenets et les Capétiens. La famille royale anglaise contre la famille royale française. En 1152, Aliénor, duchesse d'Aquitaine, épouse le futur roi d'Angleterre, Henri II Plantagenet. Oh la provocation, oh là là! La couronne d'Angleterre récupère l'Aquitaine et vient garnir son territoire déjà bien rempli, avec notamment les duchés de Normandie, du Maine, du Poitou, d'Anjou, etc., etc. La domination territoriale anglaise est très forte autour du royaume français capétien. Ils sont presque encerclés, les petits Français, par les roast-beef. Et je peux vous dire que la tension, elle monte, bien évidemment. C'est tendax. Et l'étincelle qui va mettre feu au barbecue, c'est d'ailleurs la vraie raison de cette guerre, c'est une crise de succession. En 1314, le roi français Philippe IV le Bel meurt. Ses trois fils vont se succéder en 24 ans au trône de France. Mais problème, ils vont tous mourir jeunes et sans aucune descendance. Et dans cette famille, il reste seulement Isabelle de France, la seule fille. Mais on ne va pas lui donner le pouvoir, car c'est pas dans les coutumes de l'époque de donner le pouvoir à une femme. Et là, Isabelle, moi je vais vous le dire, vous savez avec qui elle va se marier, Elle va se marier avec Édouard II Plantagenet, le roi d'Angleterre. Donc là, Plantagenet et Capétien, hop, petit lien de famille. Et le petit couple, ils vont faire naître Édouard III Plantagenet. Donc pour clarifier la situation, le choix logique pour la succession des Capétiens serait le petit-fils de Philippe IV le Bel, Édouard III Plantagenet. Un Plantagenet roi de France. Autant vous dire que les Capétiens n'en veulent pas et ils vont choisir comme roi, un peu sorti de nulle part, Philippe VI de Valois. À ce moment précis, je peux vous dire qu'il y a des traces de pneus dans les slibards. Ça peut exploser à tout moment. Une tension pas possible. Et en 1337, le potentiel héritier à la couronne française Édouard III Plantagenet réclame son dû. La guerre de 100 ans éclate.
Le début du conflit, on va pas se mentir, il est clairement dominé par les Anglais, avec notamment leur victoire lors de la bataille de Crécy en 1346. Côté français, on est très nombreux, beaucoup plus que les Anglais, et on possède des chevaliers qui forment une chevalerie pas très disciplinée. Côté anglais, on est beaucoup moins nombreux, mais on a des archers qui vont être redoutables et décisifs dans cette victoire anglaise. En gros, pour faire simple, l'armée anglaise est moins nombreuse, mais beaucoup plus moderne, et il faudra du temps, beaucoup de temps, pour que les Français évoluent et rattrapent leur retard. L'année d'après, en 1347, les Anglais prennent le port de Calais afin de couper la liaison maritime des Français. En 1356, nouvelle défaite pour les Français à Poitiers. Ils sont pris en étau, encore une fois, sous un véritable déluge de flèches anglaises. C'est une véritable débâcle ce début de guerre, Alors, pire que la remontada du Barça contre le Paris Saint-Germain. Attention par-dessus. Non Possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Et encore, je ne vous ai pas tout dit, car lors de la bataille de Poitiers, le roi français capétien Jean II le Bon est capturé par les Anglais. Et les Rosbif y réclament une énorme somme d'argent pour le libérer. Et les Français, ils vont pas avoir le choix que de signer le traité de Bretigny. Les Français doivent payer une énorme rançon et doivent aussi céder du territoire. La partie sud-ouest de la France est donc cédée aux Anglais. En 1364, les Français retrouvent des couleurs et gagnent enfin. Le roi Charles V, le fils du roi emprisonné Jean II le Bon, a déjà une petite expérience du pouvoir car il a géré le royaume pendant la détention de son père par les Anglais. Le traité de Bretigny, c'est lui. L'augmentation des impôts, c'est lui. Et ça va passer moyennement pour les Français. Ça va même provoquer une sorte de crise des gilets jaunes en mode Moyen-Âge, sans le gilet jaune, parce que l'auto, elle n'existe pas, l'automobile. Donc pas de gilet jaune. À la rigueur, peut-être une cotte de maille jaune, peut-être. Bref, cette guerre civile, elle va s'appeler la Grande Jacquerie. Et elle va se régler et se terminer par la violence et avec beaucoup de morts. Oui, à cette époque, l'être humain, il sait faire que ça, la guerre. Maintenant aussi, remarque. Et c'est à partir du début de son règne que la France va récupérer une bonne partie du territoire perdu avec ce traité de Bretigny. Et cette reprise du pouvoir, elle va être symbolisée par deux chevaliers. Un duel France-Angleterre. Mesdames et messieurs, il représente le lion, il nous vient tout droit d'Angleterre, un physique exceptionnel, il aurait pu remplacer Georges Clooney dans la pub Nespresso tellement il est beau. Il est duc de Cornouailles, prince de Galles, duc d'Aquitaine, mais également le fils du roi d'Angleterre Édouard III, mesdames et messieurs, le prince noir. L'autre combattant, il représente la Bretagne et indirectement le Lys. C'est pas Brad Pitt, il ressemble plus à Georges qu'à Clooney. On pourrait croire qu'il sort tout droit de l'abbaye de Boscodon. Eh bien non, c'est une pointure dans la chevalerie. Mesdames et messieurs, Bertrand du Guesclin. Le prince noir, de son vrai nom Édouard de Woodstock, est un véritable tyran, massacrant tout sur son passage, civil, brûlant les villes, etc., etc. Habillé de noir de la tête aux pieds, il fout les miquettes à tous les Français. Il participe à la débâcle française qui amène au traité de Bretigny. De l'autre côté, Bertrand du Guesclin. Il se fera connaître en libérant Bretagne et Normandie des Anglais. Charles V, le futur roi français, le nomme en quelque sorte gardien et protecteur du royaume. Il sera même emprisonné en 1364 par le prince noir, mais libéré après une rançon versée par le royaume français. Il est devenu primordial pour les Français. Le duel entre les deux chevaliers va avoir lieu lors de la bataille de Narera, à la frontière franco-espagnole de nos jours. 60 000 hommes s'affrontent dans un duel le plus épique, le plus horrible, le plus meurtrier de la guerre de 100 ans. Et la victoire, elle va revenir au lion. Le prince noir s'impose. Le reste de leur vie sera dédié à protéger leurs royaumes respectifs.
Mais suite à ce duel, une chose est sûre, les Français ont repris des couleurs et beaucoup de territoires. Depuis cette fin de XIVe siècle, oui, les Français allaient mieux. Le lys avait repris sa belle couleur bleue. Mais ça ne va pas durer malheureusement. Avec l'arrivée au pouvoir de Charles VI en 1380, tout va rapidement s'effondrer. Il sera appelé le bien-aimé au début, puis le fou. Oui, il va pendant une bonne partie de son règne être régulièrement pris de crises de démence. Notamment en 1392 où il tue 4 de ses sujets. Oh bah les chevaliers avaient fait tomber leur épée à terre. Ça fait du bruit, c'est quand même chiant aux oreilles. Bon bref, il devient fou, mais attention, pas question d'utiliser ce terme à l'époque. Un fou est considéré au Moyen-Âge comme possédé par le démon. C'est des malades. Des malades. À quelle famille appartient cet écu? Donc c'est le bordel quoi, y a rien qui va. La France s'enlise une nouvelle fois dans le conflit, le royaume est mal géré par ce roi fou que l'on appellerait de nos jours un roi schizophrène. Alors pourquoi, me direz-vous, pourquoi n'est-il pas déchu? Pourquoi n'est-il pas remplacé? Car en France, à l'époque, une vieille tradition interdit de remplacer un roi vivant. Les Anglais, eux, vont se trouver dans une situation similaire avec Richard II, qui sera remplacé par leur parlement par Henri IV Plantagenet. Bon, pour résumer, la France a une armée poussiéreuse qui n'a pas pris le virage de la modernité comme l'ont fait les Anglais. La bataille d'Azincourt en 1415 et la débâcle française nous le prouvent. Alors si on rajoute à ça la trahison des Bourguignons qui pactisent avec les Anglais, et en remontant un peu plus, un terrible Covid moyenâgeux que l'on nomme la peste, eh bien on comprend mieux pourquoi la guerre a duré 116 ans. Revenons rapidement sur la trahison des Bourguignons. Jean sans peur, un gars qui n'avait jamais peur, c'est simple, tu lui faisais bouh, il n'avait pas peur. Le Jeannot est duc de Bourgogne et il est écarté du pouvoir royal et alors ça lui va pas du tout. Alors pour se venger, il va faire assassiner le frère du roi capétien français Charles VI qui se nomme Louis d'Orléans. Une guerre civile éclate. Armagnac, soutien de Louis contre les Bourguignons. Les Anglais profitent de la guerre civile qui met une pagaille dans le pays pour reprendre du territoire, notamment la Normandie en 1419. La même année, Jean sans peur est assassiné. Les Bourguignons sont fous de rage et s'allient avec les Anglais. L'alliance bourguigno-anglaise est beaucoup trop forte pour le lys et Charles VI le fou. Le traité de Troyes est signé, le roi de France Charles VI déshérite son propre fils au profit d'Henri IV d'Angleterre. Une monarchie franco-anglaise voit le jour à la mort de Charles VI en 1422. Mais Charles VII, le potentiel roi déshérité, ne le voit pas d'un bon œil. C'est dans ce contexte compliqué que l'on va voir l'entrée en piste d'une légende traversant les siècles. Une femme qui symbolise énormément de choses dans la culture française. Charismatique, iconique, prophétesse, pieuse, mais aussi martyre, hérétique ou rebelle combattante, on a tout écrit et raconté sur Jeanne d'Arc. Jeanne est née en 1412 dans le petit village de Domrémy en Lorraine. À l'âge de 13 ans, Jeanne d'Arc aurait, d'après ses dires, entendu les voix de l'archange Saint-Michel, Sainte Catherine et Sainte Marguerite. Les trois saints lui ordonnent de libérer le royaume de l'envahisseur anglais. Au début, elle est clairement prise pour une folle. Elle est née dans une famille pro-Armagnac, c'est-à-dire en faveur de Charles VII, une pro-française, pour faire simple. Et cet événement, le fait d'entendre des voix, va la convaincre dans ses opinions. Déterminée et courageuse, elle parvient à rencontrer Charles VII, le roi français déchu. « Excusez-moi, je voudrais parler au roi Charles VII,
fils de Charles VI et petit-fils de Charles V, dit le sage. Oui, bon, bah stop, hein, tu vas pas refaire mon arbre généalogique, hein. Ah là là, bon, qu'est-ce qu'une femme vient m'interrompre, hein. Ce n'est pas le moment, hein. Je te rappelle, on est en train de parler de guerre. Ça ne te concerne pas, tu es une femme. Oui, mais excusez-moi de vous interrompre. Ah, ne me retenez pas. Bah on la retient pas. Elle est complètement folle celle-là. Mon roi, écoutez-moi. Oui, bah malheureusement je ne suis plus roi, hein. Ce sont les Anglais qui possèdent les terres françaises, malheureusement. Triste affaire, oh là là. Peu m'importe mon roi, vous êtes quand même mon roi. J'ai reçu une mission divine. Je suis envoyé sur terre pour dégager le roast-beef du royaume. Saint-Michel, Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite me l'ont dit. J'ai entendu leur voix. Oh, nom d'un petit bonhomme en mousse. Oh là là, une prophétesse. Garde, vérifiez ces infos, enquêtez sur elle. Si c'est vrai ce qu'elle nous raconte, c'est peut-être, en quelque sorte, notre libératrice divine. En 1429, Jeanne est envoyée par Charles VII, qu'elle a réussi à convaincre, en renfort à Orléans. Un siège a en effet lieu. Les Anglais, pour faire simple, doivent prendre la ville qui reste en possession française pour prendre la totalité de la France. Et les soldats français, ils sont fatigués. Mais l'apparition de Jeanne va galvaniser les foules. L'envoyé de Dieu a choisi le côté français. La population et les soldats acclament Jeanne. Suivez-moi! Et l'histoire est belle pour le lys, car après une rude bataille, les Anglais s'enfuient et les Français gardent Orléans sous la bannière du lys. La légende de la pucelle d'Orléans est en marche. Le miracle a bien lieu. Alors me direz-vous, pourquoi tant d'admiration pour cette femme ? C'est simple, il ne faut pas regarder cette histoire avec notre regard contemporain. Il faut se placer à leur place. Au Moyen-Âge, dans une société féodale très croyante, le roi Charles VII, qui aspire à le redevenir, est le représentant de Dieu sur terre. Jeanne prétend, elle, être une messager de Dieu. Et tout ça a été validé par Charles VII. Alors, elle devient une prophétesse qui va changer le cours de la guerre. Et les Anglais même, ils commencent à avoir les pétoches, hein. Sont-ils dans le bon camp ? Par la suite, le lys gagne la victoire de Pataille en 1429, ce qui sécurise la vallée de la Loire. Sur demande de Jeanne, le roi va se faire couronner à Reims, roi de France. On est toujours en 1429, hein, dans cette ville historique des couronnements français. Ça, c'est un sacré symbole et un sacré petit pied de nez au roast-beef. Toujours en 1429, elle va cette fois-ci échoué lors de la prise de Paris. La cité parisienne était alors aux mains des Bourguignons et des Anglais. À ce moment-là, le royaume français, il manque terriblement d'argent, et il ne peut pas continuer sa série de victoires. Alors Charles VII arrête toute offensive, et ça, Jeanne, elle va pas trop apprécier, elle va pas kiffer. Elle va donc former une troupe militaire et partir à Compiègne pour bouter les Anglais du pays. Mais Jeanne, elle va être malheureusement capturée par les Bourguignons en 1430, puis revendue aux Anglais. Un procès va avoir lieu à Rouen, en Normandie, qui était une possession anglaise à l'époque. Jeanne est accusée d'hérésie et elle va mourir brûlée au bûcher à Rouen, le 30 mai 1431. Les années, les siècles passant, elle va énormément fasciner les Français, notamment avec certains politiques, si vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas ? Jeanne, au secours! Bref, repris par les politiciens ou par les historiens pour le bien ou pour le mal, elle sera tout de même canonisée en 1909 par le Vatican. On pourrait en dire tellement sur Jeanne, mais j'ai pas le temps de faire une vidéo qui dure plus de 2h30. En
1431, le lys, emmené par Charles VII, a repris des couleurs, notamment grâce à Jeanne d'Arc, morte en martyr, mais qui a redonné l'espoir au pays tout entier. Mais le problème, c'est qu'il est ruiné, le pays. Et un homme va pallier à ce problème, une personne qui aura un rôle tout aussi important que la pucelle d'Orléans dans la victoire finale. Son nom, c'est Jacques Cœur. Il est né à Bourges en 1400 et c'était un marchand français, négociant et surtout un banquier. Il va se faire connaître par la cour royale française en 1423 quand le roi Charles VII s'installe à Bourges, fuyant les Anglais. Le Jacques, lui, il travaille dans l'équivalent d'une banque de l'époque. Et assez rapidement, le roi va lui donner une mission simple et claire. Remplir les caisses vides du royaume. Bon, le petit Jacques, il avait déjà des idées en tête, et comme il est en avance sur son temps, il va commencer le commerce avec l'Orient. Oui, à l'époque, la priorité était déjà la guerre de 100 ans, qui mobilisait quand même pas mal les forces, mais sinon à part ça, c'était les croisades, tout pour la religion. Le seul problème, c'est que ça ruine un pays, ça coûte très très cher. Et le commerce, c'est un petit peu nouveau. Alors il va développer l'activité maritime, notamment avec la fabrication de nouveaux bateaux, et il va nouer des relations commerciales avec l'Orient. Il va, en plus, créer un impôt permanent pour gagner de plus en plus de pépettes. Et vous pouvez le remercier, car si on a des impôts tous les ans, c'est grâce à ce petit Jaco, quoi. Merci Jacques. Fumier. Il est l'or, il est l'or, l'or de se réveiller, mon seigneur, il est 8 heures. Il en manque une. Vous êtes sûr? Tout à fait ça. Alors. Et c'est une réussite. Le royaume va s'enrichir et Jacques Cœur aussi. Il en met bien sûr dans ses poches. Allez hop, ça c'est pour Jacques. C'est pour faire la baraque, ça va être impeccable ça. Il permet le financement notamment de la reconquête de la Normandie et de l'Aquitaine en 1450 et 1453. Une reconquête qui sera faite par le lys, par la France bien évidemment. Ça sera notamment lors de la reconquête de l'Aquitaine en 1453 et la fameuse bataille de Castillon que les Français vont mettre fin à la présence anglaise en France, excepté Calais. Cette bataille va sonner en quelque sorte la fin de la guerre de 100 ans. Mais 2 ans auparavant, le petit Jaco, il va être accusé en 1451 de crime de lèse-majesté. Et oui, il est soupçonné d'avoir empoisonné Agnès Soral, la favorite du roi Charles VII. L'accusation, autant vous dire, ne tient pas du tout debout, mais le problème, le Jaco, il était devenu tellement riche qu'il était plus riche que le roi. À force de s'approcher trop près du soleil, il s'est brûlé les ailes. En gros, c'est la jalousie de l'être humain qui va tout faire pour le faire tomber. Il sera emprisonné, mais il parviendra à s'évader en 1454 et finira sa vie en croisade en 1456 à Chios en Grèce. Voilà mes chers copains des foins, j'ai essayé de vous résumer cette guerre de 100 ans du mieux possible. On a parlé de Jeanne d'Arc, de Jacques Cœur ou encore du duel du Guesclin contre le Prince Noir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à laisser pourquoi pas un commentaire. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Toinou le Voyou. Et sur ce, je vous dis au revoir.